Bonjour et bienvenue au Festival littéraire international Métropolis Bleu. Je m'appelle Wana Vasily-Kyoel et il est mon privilège aujourd'hui d'être l'animatrice de cette conversation qui s'appelle Courage, écriture et difficulté. Un dialogue intergénérationnel et plurilingue. On va parler un peu en français, chiac, anglais, sur l'expérimentation littéraire et ses diverses intersections formelles, comme queer, politique, biographique et linguistique, avec deux grands artistes, la romancière et essayiste Gail Scott et la poète et dramaturge Céleste Cottin. Nous allons aussi mettre l'accent dans notre conversation sur deux de leurs ouvrages récents, le Permanent Revolution, un recueil d'essais de Gail Scott que j'ai en format manuscrit, mais qui va très bientôt sortir, comme dans une semaine ou 2 semaines, avec Book Hug à Toronto. Et Overlap, une pièce de théâtre de Céleste Cottin, publiée en 2020 par Prise de parole à Sudbury. Avant de vous introduire un peu aux écrivaines, j'aimerais prendre un moment pour souligner et reconnaître nos et vos présences incarnées qui sont situées en territoire autochtone non cédé. Les terres sur lesquelles Gail et moi sommes réunis à Tiohtià:ke, Montréal, font partie du territoire traditionnel de Kanien'kehá:ka, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Céleste nous joint de Moncton, qui est situé sur le territoire traditionnel non cédé des Wolastoqiyik et des Micmacs. Nous sommes reconnaissantes de pouvoir être présentes dans ces territoires aujourd'hui. Gail Scott a publié plusieurs romans depuis 81. Oui. 81, c'est ça, non? La première, dont Heroine, qui était traduite en française en Héroïne par Suzanne de Lotbinière-Harwood. Main Brides, qui était aussi traduit en français en Les fiancés de la Maine par Paul Noyart. My Paris, traduit en français comme My Paris, par Julie Mazieri, et The Obituary, ainsi que des recueils d'essais, dont La théorie un dimanche, qui était traduit en anglais, cette fois, sous le titre Theory a Sunday. Elle a co-dirigé une anthologie d'écriture nouvelle, New Narrative Works, Biting the Error, Writers Explore Narrative. En 2001, sa traduction du roman de Michael Delisle, Le désarroi du matelot, a été finaliste au prix du gouverneur général dans la catégorie de traduction. Céleste Cottin est une écrivaine multidisciplinaire qui a écrit des chroniques, des essais, des slams et plusieurs absurdités pour le web, souvent sur sa vision plurielle de l'identité acadienne. Gail est la papesse de Confessions acadiennes, un projet web qui permet de révéler les vérités cachées d'une communauté qui est en carence d'honnêteté. En 2019, elle signe sa première pièce de théâtre, Overlap, une lettre d'amour-haine à Moncton en simili-chiac produite par Satellite Theatre. Donc, j'aimerais commencer avec une question pour Céleste. Overlap, je vais le montrer. Overlap présente ou met en scène une célébration, mais aussi une légère critique de ce qu'on appelle le régionalisme linguistique, je dis ça en guillemets, en incarnant le langage pleinement par un amalgame des voix qui sont à la fois anonymes, mais très spécifiques aussi.
mais aussi en offrant des commentaires sur ce que ça peut passer quand une langue devient trop statique, trop restreinte par un souci de protection. Donc, comment avez-vous négocié la célébration et la critique de la langue dans Overlap? Je pense que n'importe quoi qu'on veut vraiment célébrer, qui vaut vraiment la peine d'être célébré, c'est fort assez pour être critiqué aussi. Pour moi, comme personne, j'ai toujours un sens critique. Puis je pense que les deux peuvent aller bien ensemble. Je viens de la Nouvelle-Écosse, mais j'habite maintenant à Moncton. Et puis Moncton, c'est une région où comme nos brains sont pris en le français puis l'anglais. Puis en fait, ça sort comme les deux en même temps. Pour un mélange régional qui s'appelle le Chiac, ici, dans ce coin-là du Nouveau-Brunswick. Et puis, c'est drôle pour moi parce qu'en Nouvelle-Écosse, on mêle aussi le français et l'anglais, mais pas grammaticalement, pas de la même façon. Nous, c'est plus comme des chunks de phrases au lieu de juste comme conjuguer des verbes à l'intérieur d'une même phrase. Le processus est similaire, mais le résultat est différent. Puis quelque chose qui m'a frappé en déménageant à Moncton, c'est que ici, les gens sont comme fiers de parler leur mélange de langues, comme super fiers, right fiers. Le slogan pour des événements qui ont lieu ici sont souvent en chiac. C'est comme on est right proud de parler chiac. Puis en même temps, on a right honte de ne pas être capable de parler un français standardisé. Puis on est tellement fiers de parler chiac que c'est pas grave, sauf qu'on va pas appliquer pour des jobs parce qu'on parle pas assez bien français, sauf comme les deux vont ensemble. Puis en même temps, il y a comme un protectionnisme de parler le vrai chiac. Moi, je me suis déjà fait accuser de mal parler un français régional d'une région d'où je viens pas, régionalement. Et mal parler le chiac qui n'a jamais été codifié. Il n'y a pas de dictionnaire du chiac. Il y a comme, si tu passes assez de temps dans la région, tu attrapes les règles de grammaire, hein, mais tu mets le mot en anglais à la mauvaise place, ça détonne à l'oreille et puis tu vas peut-être te faire critiquer pour être comme un chiac poser. Puis c'est tout en même temps. Ça fait Overlap, comme je joue un peu avec ça, il y a beaucoup d'énoncés. Il y a toute une section d'énoncés que j'ai juste pris des notes pendant les parties de comment les gens parlent quand ils sont sous. Puis ils s'en rendent pas compte parce que je prends des notes, mais ils sont sous, c'est pas grave. Il y a ce côté-là où il y a vraiment comme un portrait de comment les gens parlent parce que parfois ils blendent les affaires puis c'est comme accidental genius. Puis je suis comme, ouais, ça c'est. Puis il y a aussi toute une autre section où est-ce que je prends ça comme le français puis l'anglais comme deux robinets. Puis je m'amuse à mettre plus de français ou comme mettre du français comme super soutenu, comme Radio-Canadien, fancy, whatever, puis le mettre des mots en anglais dedans. Oh, c'est pas du tout comme ça que les gens parlent chaque et l'inverse, parce qu'il y a plus d'anglais aussi. Je m'amuse à comme mêler les deux ensemble pour comme être le plus, comme offender le plus de monde possible en même temps. Également. Merci. Oui, c'est intéressant cette idée de robinet et de aussi de comme pousser, comme vous avez dit, on peut faire n'importe quoi, on va être critiqué en tout cas, donc pousser les choses au maximum. Yeah. Comme avoir du fun. Oui. Donc, Gail, dans votre écriture, la théorie et la fiction sont vraiment entrelacées et complexifiées par cet enchevêtrement. Pouvez-vous partager une ou deux méthodes de fiction? Parce que moi, j'ai lu un peu comme il y a eu des méthodes de fiction que vous avez utilisées pour écrire Permanent Revolution, qui est une collection d'essais, en fait. Et des fois, vous utilisez des stratagèmes de théorie dans vos livres de fiction. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de comme ces deux côtés et comment vous les mélangez ensemble? En fait, je ne vois pas les deux côtés dans mon cas. C'est sûr que comme je fais les romans, mais que j'approche mon écriture beaucoup à la poésie, toi t'es poète, ça laisse la porte ouverte aussi, j'imagine, pour les questions théoriques. Moi, les questions théoriques passent par
plus ces jours-ci par les questions politiques, je crois. Ça m'intéresse beaucoup de trouver une façon de raconter où ce qui se passe dans la rue se mêle avec ce qui se passe dans une espèce de prose expérimentale, c'est-à-dire de prose qui essaie de sonner. Qu'est-ce que ça veut dire vivre à Montréal, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire vivre sur la rue Jean-Mance à Montréal? Surtout, pour commencer, quand je fais une phrase, je fais beaucoup d'attention à la sonorité de la phrase, mais pas abstraitement. C'est toujours par rapport à un moment ou à un lieu. Et pour moi, les villes ont chacune leur sonorité qui est très différente et puis qui change aussi constamment. Donc, l'époque où j'ai écrit Héroïne, la sonorité de la ville de Montréal, pour moi en tout cas, surtout dans cette région ici où les francophones et les immigrants, les anglophones se rencontrent, c'est-à-dire la Maine et à côté, la sonorité était différente que maintenant parce que maintenant, d'abord, je pense que l'Internet a changé le français qui parlait. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, chaque groupe fait une petite contribution à la langue. Alors, la sonorité change constamment. Et pour moi, faire une phrase, c'est aussi trouver une grammaire et une syntaxe, ou les deux, qui pourrait le mieux représenter la ville ou la rue comme elle est au moment. Alors, ce n'est pas exactement la même chose que faire une histoire. La description, la rue Jeanne-Mance, c'est comme ça m'intéresse moins. C'est là, mais ça m'intéresse moins que comment les phrases procèdent ou s'en suivent un après l'autre. Je pourrais en parler plus, mais comme ça il y a d'autres questions, ça va toucher à ça. Parce qu'en fait, je pense qu'on va continuer avec cette idée de la place que vous avez déjà nommée, la sonorité. Parce que, par exemple, Céleste, dans Overlap, plusieurs fois, une voix prononce soit que l'Acadie, c'est une place, ou que l'Acadie, c'est pas une place. Donc, quelles sont la signification et le sens de la place pour vous? Et qu'est-ce que c'est en fait Acadie? La classique question. Qu'est-ce qu'est l'Acadie? Cette voix-là qui revient à plusieurs reprises dans le texte, qui dit que l'Acadie, c'est pas une place, ça c'est moi. Ça, c'est ce que j'aurais voulu crier à des gens dans des parties, mais c'était pas la place pour embarquer dans la nuance de population, en tout cas. Puis c'est par rapport à mon peuple, qui est le peuple acadien, qui souvent, surtout au Nouveau-Brunswick, se définit comme étant un endroit géographique. Souvent, on entend les gens dire « Venez chez nous en Acadie ». Ça, c'est presque toujours quelqu'un du Nouveau-Brunswick qui t'invite à venir au Nouveau-Brunswick. Mais en fait, venant de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse vient de Halifax, une ville 97% unilingue anglophone, une ville britannique qui a été faite pour nous déporter, tu sais, comme vraiment comme la place la plus anglaise possible, British speaking. Pour moi, si on définit cet endroit géographique-là, si tu me dis que c'est tous les francophones des provinces atlantiques vivent en Acadie, là, tu me dis qu'Halifax, c'est une ville acadienne, alors que c'est absolument pas l'expérience que j'ai eue en vivant là pour 30 ans, puis c'est fine. La chose, c'est que l'Acadie, depuis qu'il y a eu un dispersement de la population, ça devient une diaspora et ça fonctionne comme ça. Puis j'ai eu la chance dans la vie de connaître des Acadiens de la France, des Acadiens du Québec, des Acadiens de plusieurs places aux États-Unis. Puis une fois que tu as eu ce contact comme humain avec ces gens-là, c'est difficile de dire que comme mon pays imaginaire se trouve ici, toi, tu es à l'extérieur de ça, donc tu es dans un deuxième tiers de validité, comme il y a comme une hiérarchisation de la validité des gens, et puis je suis contre ça.
Et surtout au Nouveau-Brunswick, ici, il y a comme un sens tangible de l'Acadie, comme le trafic est différent sur la fête nationale acadienne. C'est pas le cas partout. Ici, il y a comme une idée de comme, ceci, c'est notre territoire, on va le protéger avec des lois linguistiques, blablabla, qui est comme, great, ça, c'est ton coin de l'Acadie, fonctionne comme ça, good for you. Mais c'est important pour moi de penser à comme, c'est une diaspora. Et puis, ça se limite absolument pas par des frontières géographiques. N'importe qui met une boîte géographique, suffit de leur poser une question sur exactement où tombe leur frontière, puis j'ai un contre-exemple à tout. Absolument tous les arguments. So, vraiment, c'est un peuple d'appartenance qui est beaucoup plus vague. C'est important pour moi d'y revenir, surtout en espérant que ce show-là, cette pièce-là soit vue par des gens qui ne viennent pas de notre région. De directement mettre ça en contrepartie à presque l'ensemble du reste des œuvres. On parle de l'Acadie géographique, qui n'est pas du tout celle à laquelle moi je m'identifie. Super, wow. Mais comme la place aussi pour, comme Gail, vous avez déjà mentionné, c'est très important dans vos œuvres. Comme sujet, métaphore, signification, sonorité surtout. Donc, pouvez-vous parler un peu des quelques approches que vous avez prises dans vos livres pour explorer, excaver, construire la maîtrise complexe de la place qui, on l'entend, change avec le temps. Oui. Oui, OK. Je pense à ça aujourd'hui. Si, par exemple, je faisais, je sais pas moi, un petit roman, une nouvelle sur la rouge, au sujet de la rouge en Mance, comment procède? Comment je vais procéder? Je vais ramasser, et c'est là où je trouve une certaine connexion avec la lecture que j'ai faite de Céleste. Je ramasse tout le langage que je peux trouver dans la rue, dans la conversation, mais dans la lecture aussi, dans les idées aussi, dans les nouvelles sur la radio, tout ce qui touche à ce que moi je sens et la rue Jean Mance en ce moment, dans l'histoire, dans la ville, sous la COVID, mettons. Et je mets tout ce langage comme dans un blender et puis je joue avec ça et je fais des phrases et je décortique les phrases et jusqu'à ce que je trouve vraiment ce qui me semble le ton, le sens que je veux. C'est comme peler un oignon, là. On enlève les couches jusqu'à ce qu'on arrive au cœur de la matière. Et là, on sait de quoi il s'agit. Et donc, c'est à partir de là que je vais commencer à faire des phrases, mais je les fais vraiment comme un poète fait les lignes poétiques, je crois. En tout cas, je ne suis pas poète, mais la différence, c'est-à-dire qu'il y a une investigation du langage qui est très, très intense. J'essaie d'écrire pour que toutes les possibilités du langage, toute sa richesse, sa façon d'exprimer le quotidien, mais aussi son ton. Et comme j'insiste, c'est pas descriptif, donc c'est plus comme la poésie que comme la prose qui va dire la maison en face est un brique rouge et blablabla. Mais ce qui est compliqué quand on fait le prose expérimental, comme on peut l'appeler, c'est que on n'a pas l'espace pour jouer à la fin de la ligne poétique. Toi, tu fais une ligne, puis tu as un espace, c'est très libre, tu peux faire ce que tu veux, tu peux revenir, tu peux aller en arrière. Moi, entre deux phrases, j'ai un espace tout petit comme ça. J'arrive au point, et puis là, il y a un tout petit espace. Et puis, si je ne veux pas aller en avant de façon conventionnelle, il faut vraiment que je trouve autre chose à faire avec cet espace-là. Alors, c'est là où toute l'ambiance de la ville peut venir jouer. Et souvent, j'ai l'impression de faire comme moins une narration qu'un tissage ou qu'une composition musicale même. Maintenant, j'ai fait 3 romans sur Montréal. Et après ça, j'ai décidé qu'il fallait que je quitte
pas vraiment quitter Montréal, mais quitter le lieu de façon littéraire parce que quand même j'écris en anglais et mes amis francophones ne vont pas lire ce que j'écris en anglais comme les anglophones ou les américaines vont lire. Alors, j'ai décidé d'aller explorer un peu les États-Unis parce que là, il y a pas mal d'écriture, de prose expérimentale. C'est vaste, alors il y a beaucoup plus de possibilités. Et j'ai rencontré un groupe de San Francisco qui s'appelle le New Narrative Movement, qui sont queer, et ça, c'était bien important pour moi aussi parce qu'au Québec, on avait beaucoup travaillé la question du féminisme et langage, et là, ça m'a donné l'occasion aussi de penser à la question queer parce que souvent, c'est pas assez soulevé ce rapport entre queer et féministe, à mon avis. Mais à San Francisco, c'est pas le même genre de verbe ou de phrase qu'il faut pour écrire. Même chose pour New York, même chose pour Paris. Alors, chaque ville a d'autres exigences. Mais en fait, ça va bien avec ma prochaine question, en fait, parce que dans Overlap, à peu près à mi-chemin, une voix pose les questions suivantes. Comment parler d'être queer dans une langue où le masculin l'emporte toujours? Ouais. Si on ne sait pas quoi est-ce qu'un pronom in the first place, on est-tu capable d'en choisir d'autres? Donc, Céleste, j'aimerais vous demander comment répondez-vous à cette question? Ben je crois que ça revient à la même... Ça revient au rapport avec la langue, right? Ça fait comme ici, dans cette province qui se perçoit comme étant pas mal blanche puis pas mal straight, si la question de comment utiliser un pronom non-binaire en français comme « it's », c'est pas facile. C'est pas facile, j'imagine, pour personne, mais c'est comme super funky ici parce que pour changer, comme pour parler avec le pronom « yel », dans un français inclusif, tu peux commencer ta phrase pas pire. Tu peux être comme « Ah, ben, yel est venu, puis ça a bien été ». Mais si tu fais des phrases plus longues à l'oral, comme halfway through, tu as un adjectif ou tu as un déterminant ou comme tu as un autre mot qui va venir te comme puis il faut que tu improvises. Comme à l'écrit, tu as le temps de réviser ta phrase, puis la restructurer halfway through, puis scrap it, restart, whatever. Mais à l'oral, comme halfway through, tu es comme shit. Il y a les beaux, il y a les belles. Puis tous les guides d'usage qu'on a là-dessus viennent du Québec, donc c'est pas vraiment adapté aux gens. Puis on a déjà comme notre great honte de pas parler assez bien français standard. So on a peur de lire le guide d'usager là-dessus parce que il utilise plein de termes grammaticaux qu'on n'est plus à l'aise avec. Puis ça comme frappe, comme il y a une intersection entre notre complexe linguistique puis comment utiliser du langage inclusif parce qu'on a tellement peur de la langue française qu'on parle mal qu'on sent qu'on n'est pas capable d'adapter la langue française à nos besoins actuels. Ce qui est great, c'est que le chiac, c'est totally un bouche-trou là-dessus. Si t'es pas sûr, mets ton adjectif en anglais, you'll be fine. You allez write beautiful. Ça marche every time. Qui est fine, c'est un bon comme band-aid pour dans ta conversation à l'oral, mais il y a quand même le problème de cette intersection-là qu'on a tellement peur de la grammaire parce que on est dans une classe très analphabète où c'est pas enseigné assez dans les écoles, c'est toutes sortes de choses systémiques qui nous mènent à où est-ce qu'on est aujourd'hui, dont le manque d'éducation en français dans les provinces atlantiques. En Nouvelle-Écosse, on a eu le droit à nos écoles en français en l'an 2000. C'est des choses systémiques comme ça qui feed comme en dessous, mais ça fait qu'aujourd'hui, on a comme literally, on sait pas qu'est-ce qu'un pronom. So, t'es comme, ben, mon pronom, c'est Yel. Good luck! C'est une intersection qui est difficile. Oui. Puis j'ajouterais que Radio-Canada refuse d'utiliser Yel parce que le guide de l'Office québécois de la langue française ne recommande pas l'utilisation de ces pronoms-là for now. So, en plus, nos médias n'ont pas le droit de parler avec du Yel. So, fun! Oui, je pense qu'en anglais aussi,
on avait comme une histoire d'autres sortes de pronoms qui dans certains temps étaient comme un peu étaient usés, mais après, like, they went out of fashion aussi, comme c'était comme plus les fads. Et c'est très, très récent que même they and them est utilisé comme le neutre, le pronom neutre, mais c'est très récent que c'est comme, on peut l'utiliser, mais c'est aussi plus reconnu que c'est grammaticalement correct. Parce que ça a pris, c'était pas grammaticalement correct. Les gens l'utilisent dans les roues, mais c'est pas. Donc, oui, les langues ont ces problèmes-là. Mais c'est très intéressant, cette question. Puis je me suis je l'ai posée en écrivant Permanent Revolution aussi. En passant, Revolution est écrit à l'envers. Hein? Oui. C'est important parce que c'est moins sérieux comme ça. Bon, alors moi, je n'utilise pas le pronom they ou their. Je suis plus côté femme. Et puis, mais de toute façon, le féminin, pour moi, c'est quoi? C'est pas moi. Mais je ne suis pas butch non plus. Je ne suis pas quelqu'un non plus qui... Je suis assez femme ou assez féminine, mais je ne suis pas complètement... Alors finalement, j'ai décidé dans Permanent Revolution d'utiliser le mot fille-male. F majuscule E, trait d'union, puis mâle. Pour moi, ça c'est merveilleux comme mot parce que ça donne l'occasion d'exprimer qui je suis. Et je ne suis pas comme les femmes mariées avec les enfants qui m'entourent ici dans la rue. Je ne suis pas du tout cette personne-là. Alors, je trouve ce que tu vis là-bas à Moncton aussi très intéressant parce que la question, ça se pose différemment, mais c'est toujours très problématique, je pense. Oui. Puis l'idée que comme tu utilises she, her, puis c'est peut-être pas exactly le bon mot, comme moi, yell, c'est pas exactly le bon mot non plus, mais c'est comme des approximations, parce que le système de langage est tellement comme hardcore binaire, extra beaucoup en français ou dans n'importe quelle langue où il y a des mots genrés. Oui. Mais comme, c'est tellement intense que c'est difficile de se positionner comme, tu sais, comme, OK, she, her, but I'm not that kind of she, her, tu sais, comme. Puis, that's why I'm saying fille-male. Ça permet, mais c'est le nom, c'est vrai, c'est pas le pronom, mais quand même. Ouais, mais c'est ça, tu finis par inventer une solution qui est comme as close as possible, mais c'est ça qui est great. Je pense, je sais pas si il y a comme un hit the nail on the head solution. Je crois que c'est tout comme une petite improvisation, puis comme inventer des solutions qui sont comme des fois hilarious, puis des fois très sérieuses. Comme, c'est le fun. Sort of. Pas tout le temps, mais des fois, c'est le fun. Pas tout le temps, oui, mais... Non, pas tout le temps. Je pense peut-être qu'il y a aussi un lien, Gail, avec le female que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai entendu feminine, femme, tout ça dans le fait. Oui, tout à fait, oui. Oui, et puis j'assume ça complètement avec plaisir aussi. Oui, exact. Ça le donne un peu de fun aussi dans le mot. Oui. Mais aussi dans une de vos essais dans Permanent Revolution, Révolution à l'envers, s'appelle The Sutured Subject. Oui. Et j'ai trouvé ça une idée super intéressante. Donc, j'aimerais que vous parliez un peu plus avec nous de cela. Comment comprenez-vous ce sujet suturé? Et quel lien existe-t-il entre ce sujet et le droit de parole,
entre ce sujet et la matrice linguistique, politique, sociale, C'est intéressant. assistée par une classe spécifique. Oui. Mais c'est dur parce qu'en lisant, c'est là où c'est cette notion, c'est avec cette notion-là que j'ai trouvé qu'il y avait une correspondance dans le sens que ça ne s'opère pas du tout de la même façon sur la page, mais le mélange de français québécois, anglais, puis français acadien ou chiac dans les textes, dans une ligne, dans une conversation, ça explique tout de suite, ou ça exprime tout de suite une espèce de acceptation que le sujet lunaire, le sujet n'est pas intégré. Parce que si c'est pas intégré au niveau de la langue, c'est pas intégré. Pour moi, le sujet suturé ou le sutured subject était laissé écrit en même temps que the obituary. Et là, j'ai une espèce d'arrangement. The obituary n'est pas une narration comme telle, mais la personne qui serait normalement le sujet parlant, c'est une fille la figure d'une fille, le corps d'une fille sur un lit, sur le rouge en Mance, que j'appelle settler dans le roman, mais et qui est peut-être endormie, peut-être saoule ou peut-être décédée. On voit sa face dans la fenêtre des fois, alors peut-être qu'elle n'est pas décédée, mais en tout cas, elle peut être un spectre aussi, peut-être. Mais mais elle est divisée en toi, elle n'est pas tout là. Une partie d'elle est sur le mur dans la forme d'une mouche hyper érotique, et la mouche est masculin, en fait. Mais ça fait partie de Rosine. Et puis l'autre partie de Rosine est une lesbienne dans le sous-sol du building qui essaie à partir du sous-sol, c'est pas idéal pour contrôler, mais qui essaie de contrôler la narration et de remettre ça en place tout le temps. C'est un bon personnage, je trouve. Et puis cette lesbienne-là est historienne. Alors, est-ce qu'on peut amener ces trois parties ensemble et pourquoi c'est divisé comme ça? Mais alors, au fur et à mesure, on voit un petit peu que les grands-parents de Rosine étaient partiellement, peut-être substantiellement autochtones, c'est pas clair, mais qu'ils ont passé pour blancs. Alors, tout ça a été enterré dans l'histoire de la famille, ce qui fait que les générations suivantes étaient les menteurs, étaient confus sur leur identité, ne pouvaient pas se tenir comme il faut, puis parler direct. Et puis, pour moi, ça c'est la question qui a le droit de parole, ou comme on pose dit dans le roman, who am we? Mm-hmm. Donc, on n'est pas. C'est vraiment une histoire qui n'est jamais venue à une résolution. On ne peut pas vraiment suturer les parties de ce personnage ensemble, mais on essaie constamment. Quelqu'un essaie, ou peut-être c'est la lesbienne dans le sous-sol qui essaie, mais ça marche pas. Alors, ça, c'est le sujet suturé pour moi. Puis, une fois qu'on a défait le sujet parlant et puis le rapport entre la narration d'un roman et la personne qui raconte et le narratif du roman, dès qu'on défait ça, on a plus le roman conventionnel qui se vend bien et puis qui gagne les prix et tout ça là. On est vraiment dans un autre domaine. Et il y a quand même beaucoup de très, très beau travail qui se fait dans ce domaine-là, ça au Canada aussi, puis aux États-Unis. Voilà. Ça, c'est le sujet suturé. C'est vrai.
Mais je pense que c'est un bon moment pour, si vous voudriez lire un peu de vos œuvres à ce moment, comme un petit extrait pour donner aux gens qui écoutent avec nous Oui. le goût du langage, mais aussi des idées. Donc, peut-être... Céleste, Justement, mais j'ai c'est tellement le fun ton truc, Céleste. Vas-y. Moi, je lirai mon truc essai après. OK. Oh boy, j'ai oublié comment lire. OK. Celui-ci s'appelle Overwhelming. La seule affaire que cette place-ci est capitale de, c'est d'être overwhelming. Pour une pseudo-ville tellement petite, il y a tout le temps du monde everywhere. Tu peux pas aller sur une first date sans te faire spotter par someone. Tu peux pas aller à un party où il n'y a pas déjà du monde que tu as couché avec. Tu peux pas turner on la radio sans entendre des bands de tes amis qui jouent. Tu peux pas avoir une journée totalement anonyme. Anyone que tu rencontres vraiment, tu vas les voir back. Anyone qui te casse le cœur, tu vas les voir back. Anyone que tu cheats dessus, tu vas les voir back. Anyone que tu anything, tu vas les voir back. Tu vas avoir une pleine fucking phase de tes conséquences. Puis en plus, il y a le subspace d'information qui fait circuler les nouvelles à la vitesse de la lumière. Tout le monde peut find out qui a cassé le cœur à qui a partyé sur quelle rue, qui a couché avec la whole band que tu entends à la radio. Il suffit de consulter l'édition constamment mise à jour du Gossip Report pour avoir l'opinion du public sur qui que ce soit, peu importe si c'est vrai ou pas. C'est fucking overwhelming. Des fois, je suis tellement tannée de voir le même monde tout le temps que je m'enferme dans ma chambre. Des fois, il y a tellement de shit qui va en même temps que je feel que je vais décevoir quelqu'un no matter quoi ce que je choisis de faire. Des fois, je feel emprisonnée dans la caricature que les autres se sont fait de moi et j'arrive pas à devenir un nouveau personnage. Des fois, je reste chez nous juste pour pas dealer avec any of it. Mais ici, on peut pas se cacher pour longtemps. Tu finis par faire face à toutes les affaires que tu as faites et à toutes celles que tu n'as pas faites. Tu fais face à tes exploits et tes faillites. Puis tu fais face à ton public, especially celui que tu as déçu. Finalement, la seule affaire à laquelle tu fais vraiment face dans tout ça, c'est toi-même. Puis ça, c'est le most overwhelming of all. Merci. Okay. Okay. So this book is talking partly about what is female genius, for want of a better word. I don't really like the word genius, but what is it that somehow never rises to the surface of public discourse completely, that somehow never allows us a subject, whatever their gender is, unless they're white and masculine, to and hetero as well, probably, to really act as a placeholder for culture and politics. So that's the question I'm asking in this novel, and I'm trying to, or in this novel, I can't tell the difference sometimes in this book of essays, and I talk a lot about women writers from the past and from the present whom I really like, and in this one, Jane Bowles and Carla Harriman appear. So this piece is these few paragraphs are called "The Attack of Difficult Women's Crossed Out Crows." Like old snake oil purveyors, writers have to travel to display their wares before the shelf life expires. To be females, to be well versed in the irony of that. Infinite over centuries have been the efforts of women on the move to release their particular genius from the bottle. Kept plugged, she's perfume. Uncorked, fusty, indecipherable. Nothing happens in this novel. Maybe she would make a better poet. New York writer Lynn Tillman, whose prose is sister to that of Jane Bowles, cites difficulty in deciphering how Bowles entraps dreams, fantasies, waking life consciousness, and unconscious thoughts in one sentence. I remain, writes Tillman, surprised, even dumbfounded by how she does it. One could ask of so many female writers for at least a century, why?
sentences, running sideways, back, forth, beginning one way, turning unexpectedly like insects in a glass, or people rushing round her bench in the airport, women sniffs profusely. Take care of mummy, daddy, telling worried boy toddler, lesbian sitting, trying to hide her longing, entire airport echoing within, the lover gone, the space between them, mobile. Have you noticed between sentences, you can move the spaces? Choosing, driving back to town, rode under misty trees, under the bank of the city, passing favorite building in Chinatown. Breathe. Red and white checked front, high rotting bay windows, covered with pigeon shit, two skinny, ragged youth walking in front. One raises bandaged arm, the sentence as gesture. Have you noticed? You can move the periods. She parks in the heat, enters a room still white in morning light. What ruins? Half-empty wine glasses, a bottle marked barefoot, rounder goblets with sticky brandy traces, colliding, overcharged with meaning, remembered silhouette on knees, arched back and pretty raised hand, fingers bent and plunging. Did the neighbors hear? Did they feel disgust? A sentence may even be constituted as a figure of synthesis in violation of syntax. That's from an old Oxford dictionary. Obs written after. A word about the difficult. In the alchemy between art and estrangement, notably in times of left and right populisms, failure to mirror the familiar brands the innovative prose writer as not blue ribbon, but under the sway of a desire to reach the widest audience, a tendency to bend toward the obvious may result in the flaw, the error of first sight, which is to see and not to notice the invisible. Where am I? Do I have time to finish this? I can't. Oh, here it is. Just one more paragraph. Contiguously, so-called difficult work may be too feminist of persuasion or disturbingly transgender or slapped with any other diverse minority identitary tag and not assessed for its art. Thus it was with Beckett I traveled, dragging my battered steamer trunk behind, full of stacked notes, marked reading copies of his and lesser known avant-garde novels, not to mention facial care treatments, feminine hygiene products, a Reading goat, the trunk becoming plastered over time with identifying stickers, feminist, lesbian, left-wing experimental, Anglo-Quebecois, Beckett, ambling along beside, bearing underarm a single handcrafted leather case stamped writer. Getting off trains, I glanced back to see his case was not forgotten, pondering to ancient catechisms of protecting masculine freedom to be charmingly distracted, and moderately seduced by his penchant for resisting sense, on which literary barristers have heaped so much respect. Courage, says a friend, etymology French, heart, anger, or courage. Think of it as noise, as I do with Adorno. She stands as if on stage, bright magenta lipstick, skirt above knees, hair blowing cinematically. She, Anais, walks to the window, flings it wide, remembering a similar gesture made by Elizabeth Taylor and Alice B. Toklas. This action throws resentment to the wind, assuring that the pleasure of the moment is hers. That last bit is from Carla Harrison. Yeah. Merci, Gail. Je pense en fait que mes prochaines deux questions vont bien avec que vous venez de lire parce que je voulais demander un peu sur la communauté, les idées en lien avec la communauté parce que, par exemple, Overlap met en scène en fait une communauté des voix. Qui sont des fois solitaires, contrariées, diverses, confuses, averties. C'est tout un mélange. Donc, j'aimerais demander à Céleste, quel rôle est joué par la communauté dans vos écrits et dans votre vie d'artiste aussi? Ben,
Pour moi, c'est toujours la conscience que je m'adresse à la communauté. Tu sais, moi, j'ai besoin d'avoir un public en tête pour pouvoir écrire. So, Overlap, c'est une commande de Satellite Théâtre. On l'a créé ensemble, puis on voulait faire un show qui était pertinent pour le vrai monde. Parce qu'il y a toute la dynamique dans le théâtre, comme l'accessibilité au théâtre, la perception qu'il faut, blablabla, toutes ces choses-là, que je suis sûre que le public est familier avec. So on voulait faire du théâtre qui était vraiment comme accessible à la communauté. Puis on l'a travaillé avec comme même l'idée de comme le concept grec de comme la cité qui vient voir le spectacle à propos de lui-même. Ça fait que je me dis la meilleure façon d'apporter le monde, c'est vraiment leur proposer un portrait de eux comme ils sont vraiment. J'ai pris mes notes de party, puis je les ai mêlés ensemble comme ça. Ça c'est un show qui est fait vraiment pour le public ici, qui peut être consommé ailleurs, obviously, mais c'est l'idée au départ, on s'est dit, bon, on va le jouer à Moncton, on va parler au monde de Moncton, puis je voulais leur parler de eux. J'ai la chance d'être arrivée ici il y a 5 ans. J'ai la perception externe d'une communauté qu'on l'a moins quand on est trop fiers quand on vient de quelque part. J'ai voulu vraiment comme faire ça, puis comme autant mettre sur scène la façon que le monde parle pour de vrai, que utiliser le fait que j'ai leur attention pour 60 minutes pour remettre en question les façons qu'on fonctionne ici. Moi, j'écris beaucoup avec comme une idée directe de mon public, de la communauté à laquelle je m'adresse. Ouais. Mm-hmm. Et donc, dans la même idée de question, je voudrais demander à Gail aussi, pour vous, quelle était l'importance de la collectivité? Parce que je pense que s'il y a un lien avec the Genius Women that you were reading about, or wanting to write about, think about. Donc, quelle est l'importance de la collectivité et aussi, par exemple, par le groupe Théorie, un dimanche, quelle est l'importance dans votre travail et dans votre parcours artistique, en fait, linguistique? Ça, c'est une question excellente et complexe pour moi aussi. C'est sûr que la théorie un dimanche, qui était surtout dans les années 80, ça fait un bon bout de temps, était formidable dans le sens qu'on avait décidé, 6 femmes, de se mettre ensemble et de ne pas écouter les autres. C'est-à-dire de parler à nous-mêmes, de respecter vraiment tout ce qu'on faisait et puis de refuser une critique extérieure, mettons masculine, ou de la presse mainstream qui trouverait qu'on était, je sais pas moi, trop flyé, trop intellectuel, trop ci, trop snob, trop ça, et puis trop féministe surtout. Et je pense que pour nous tous et toutes, nous toutes surtout, ça a été vraiment, cette expérience a été vraiment fondamentale et puis ça nous a donné tous un élan pour continuer. Pour moi, personnellement, dans les années 90, c'est là où j'ai commencé à voyager et j'avais l'impression à la fois de perdre un peu ma communauté ici parce que c'est une chose de vivre dans un milieu ici, puis surtout de parler en français quand on parlait de la littérature. Je parle presque jamais à Montréal en anglais au sujet de l'écriture, par exemple. Mais de partir de là, c'est sûr qu'il y avait une perte, mais il y avait aussi une espèce de chaleur parce que les gens me lisaient dans la langue dans laquelle j'écrivais. Et donc, ça permet à notre communauté. Mais aujourd'hui, je trouve... donc, ça a été à San Francisco d'abord, puis plus tard, j'ai vécu à New York un bout. Et puis, là, il y a une communauté fantastique aussi de toutes sortes de monde qui écrit et puis qui sont, pour moi, passablement politisés et puis posent les bonnes questions aussi. Mais de plus en plus, je me trouve un peu nomade. Je veux dire, à un moment donné,
j'ai l'impression que je pourrais voyager tout le temps et puis voir cette personne-ci et cette personne-là. Et peut-être que maintenant, la communauté, de toute façon, c'est online, peut-être que le lieu n'a pas l'importance que ça avait déjà. C'est pas l'espace physique, la resonance, et maintenant, comment vivez, pour vous deux, en fait, comment vivez-vous cette collectivité, communauté maintenant? Sur Zoom. Sur Zoom. Je veux dire que ce soit toi qui habites probablement, je ne sais pas où tu habites maintenant à Montréal, mais pas loin de chez moi, j'imagine, en tout cas. Oui, non, on est très proche, on est à quelques rues. Alors, tu peux parler à toi, à Céleste, ou bien à un ami en Californie. Je veux dire, ça change quoi? Je veux dire, c'est... Et de toute façon, on peut pas aller prendre un verre après. La conversation va s'arrêter dans 10 minutes, j'imagine, oui, 10 minutes. Pour moi, ça a vraiment beaucoup changé. Je ne dis pas que c'est mieux. Même des fois, je me demande si il y a quelque chose qui manque vraiment, mais la vie te bouscule comme ça, puis tu n'as pas tellement le choix. Hein? Oui, c'est sûr. Yeah. Mais ici, la communauté est beaucoup fondée sur ce croiser au même bar qui est fermé depuis 11 mois. Puis le centre culturel est fermé. Tous ces espaces de rassemblement-là, que c'est vraiment ça qui fait le charme de cette ville. Oui. Comme c'est il n'y a personne qui a déménagé à Moncton pour l'architecture, OK? So, je trouve que c'est rough. Tu sais, comme, oui, tu restes en contact avec des gens, mais comme je m'ennuie des comme acquaintances, you know, like, comme tu vas quelque part, tu prends un drink, tu bump in dans blablabla que tu n'as pas vu, puis là, tu as comme spontaneous, des connexions spontanées avec des gens qui sont à l'extérieur de nous, on a présentement le droit d'avoir 15 amis. J'ai 3 roommates, j'ai 5 amis à moi, puis oui. Mais comme je m'ennuie de juste comme le monde qui sont comme juste un petit peu plus loin dans tes sphères sociales. Puis comme je trouve que c'est ça qui vise à la richesse de la communauté. So, comme right now, c'est comme ce social experiment dans survivre dans une boîte. OK, fine, je fais du crochet, je fais des ponchos, c'est fine, je craft. Mais c'était vraiment difficile sur le sens de communauté parce que notre communauté ici était vraiment fondée sur c'était comme ce second tier-là de connaissances. Mais vous avez un bar ouvert à Moncton? Il y en a qui sont ouverts, pas notre bar, pas le good bar. Notre bar est tellement petit que tu peux pas social. Même les cafés sont fermés ici. Nous autres, ça va puis ça vient. Mais on est comme, tu peux aller au café, mais il faut que tu invites quelqu'un, c'est awkward. Anyway. Moi, je ne sors pas au bar, mon père. En tout cas, un jour. Un jour, oui. Il va y avoir comme un Revenge of the 20s ou quelque chose. Les gens sont comme, moi, je pense qu'il va y avoir comme une revanche du fun, eventually. So, je me repose pour ça. Un grand party incroyable. Ouais. Tu montes ton Vax ID en rentrant. C'est ce qu'on dit, ça va être comme les années 20, une fois qu'on nous laisse sortir. J'ai commencé à shopper pour des outfits ridicules, complètement impratiques. Il y a comme du fur, comme ridiculous, que ça sert à rien, sauf avoir du fun. So, comme, en quelque temps, dans les prochaines années, watch out. Espérons. Oui. Mais entre-temps, il me reste juste un petit peu de temps. Donc, j'aimerais juste peut-être les 2 autres petites questions avant de finir. Parce que je voulais aussi parler un peu, Céleste, comme de la... parce que pour vous, c'était... Il y a la trace textuelle du livre, la mise en livre, mais il y a aussi l'activation corporelle et vocale, la mise en scène de Overlap. Donc, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que signifiait pour vous et quels sont les paramètres importants qui sont différents entre ces deux-là, la trace textuelle et l'activation corporelle. Yeah, Overlap, c'est une commande, commission. It's a commission, d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Satellite Théâtre, qu'eux, ils font du théâtre très physique. Puis beaucoup de théâtre sans parole, c'est comme du monde du théâtre physique.
Mais on l'a créé comme ensemble, puis on parlait de l'idée de la cité, puis tout ça, puis on est arrivé à un point où on parlait de vraiment comme faire du théâtre grec, puis c'est kind of comme ça qu'on l'a beaucoup travaillé. Overlap le show, c'est présenté avec un chœur grec à 5 têtes. Sur le texte que j'ai lu tout à l'heure, moi, dans ma tête, j'entends les 5 acteurs qui parlent en même temps. On l'a fait un peu avec cette notion-là. Ça permet d'avoir des phrases disjointes puis là, qui reviennent ensemble. Ça nous donne beaucoup de liberté sur scène pour mettre en scène un texte qui n'a pas forcément un personnage, qui n'a pas vraiment une narration, comme ça aurait pu être, en tout cas. Je sais pas comment écrire du théâtre. Don't tell them. Ils savent pas. Puis on l'a fait comme ça. Le show est vraiment comme c'est vraiment un chœur grec. Puis c'est fait pour comme ennoblir comme I guess la langue de rue ou comme la trashy version de Céleste de la façon que le monde parle quand ils sont trash. Puis ça joue avec ces niveaux-là. Je crois qu'il y a quelque chose de comme vraiment le fun avec cette dynamique-là qui vient. Puis c'est fast-paced. C'est comme on n'a pas le temps de respirer. Puis l'idée, c'est de comme whiplasher le monde d'un sentiment à l'autre. Puis ça, je crois que ça disparaît pas mal dans la version texte parce qu'on interprète les voix comme étant singulières alors que dans le spectacle, c'est souvent à 2 ou à 3 ou à 5. Mais ça laisse... Je crois que ça laisse la place d'absorber le jeu du langage alors qu'à l'oral, c'est comme... Ça, je sais pas, je crois que c'est deux expériences complètement différentes. Mm-hmm. Okay, great. Ce format-ci est comme très utile en temps de pandémie. C'est un peu plus portatif qu'un spectacle right now. So. En fait, c'est une sorte de traduction du format de la scène en format livre. C'est sûr que je pense que ça nous donne une idée que les choses passent vite parce qu'il y a beaucoup de quick changes entre les voix, mais c'est pas le même. Il n'y a pas la simultanéité que... Non, puis c'est great. Les gens s'imaginent d'autres choses. Puis ça, c'est fantastique. Fais ton propre spectacle dans ta tête. Perfect. Oui. Mais en parlant de traduction, je voulais comme à la fin juste parce que Gaëlle, plusieurs de vos livres étaient traduits en français et aussi la théorie un dimanche allait de français en anglais en fait. Et je voulais juste demander comment c'est quoi cette expérience pour vous d'avoir vos livres en traduction? Comment vivez-vous les phrases, le syntaxe, le vocabulaire qui sont déjà dans vos écrits très marqués par une autrui linguistique? Mm-hmm. Mais comment vous le sentiez quand c'est traduit dans la langue de l'autre, disons, mais quand cette langue est aussi le vôtre? Parce que c'est pas juste l'autre, c'est le vôtre. Oui. Mais je suis super contente de toutes mes traductions, des 3 romans qui sont traduits en français. 3 romans ou 2? 3? 3. Oui, 3. Qui sont traduits en français. J'ai eu des rapports différents avec chaque traductrice, peut-être la plus proche avec Julie Mathieri, qui... peut-être qu'elle pense comme moi. Enfin, on était pas mal. On a fait beaucoup de choses. Suzanne Harwood est fantastique aussi. Mm-hmm. On a essayé de traduire des obituaries chez Lémiac et quelqu'un a fait un échantillon et puis après l'éditeur m'a dit ce livre n'est pas traduisible en français. C'est pas possible. Wow, vraiment. Alors, on a laissé tomber le projet. Puis, il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de participer dans un atelier de traduction à Paris. Et là, il y avait une poète française, Anne Portugal, qui publie chez Lémiac, qui a traduit je l'ai Par coïncidence, je l'ai sur ma table ici. Ah oui, ben je l'ai traduit une partie de... C'est quoi le livre que tu as là? Et comment nous voilà? Oui. J'ai traduit une section de ça, puis j'espère pouvoir le traduire tous.
à un moment donné. Mais elle a traduit, elle est poète et elle n'aime pas tellement le prose. Je le sentais que c'était une bataille pour elle. Mais elle a traduit une partie de The Obituary. Magnifique. Magnifique. Alors, je pense que c'est trop long pour demander à un poète qui n'est pas très partial pour la fiction de faire tout le roman, mais quand même, j'étais contente de voir que c'était traduisible dans les bonnes langues. C'est pas intraduisible. C'est juste, il faut juste trouver le bon match avec le... Oui, ça prend de la patience aussi. C'est pas évident tout de suite. Je pense que... Oui. Mais on a pu travailler ensemble aussi, puis ça, à tous les jours, ça nous a aidé beaucoup. C'était vraiment l'échange. Oui. Mais j'aimerais vous remercier énormément pour... Et toi aussi, tes questions étaient on est à la fin de notre heure ensemble. Donc, j'ai beaucoup apprécié tous vos pensées, vos écrits. Donc, j'aimerais remercier Gail Scott et Céleste Godin et aussi vous, le public, pour votre attention et le Festival littéraire international Métropolis Bleu pour nous avoir réunis aujourd'hui. Et j'aimerais aussi vous encourager à acheter les ouvrages de ces deux grands écrivaines. Overlap de Céleste Godin est disponible aux librairies Gallimard. C'est en ligne ou en librairie. Vous pouvez y aller à gallimardmontréal.com. Aussi au Gallimard, vous pouvez aussi procurer My Paris, Les fiancés de la Maine et La théorie du dimanche de Gail Scott par commande. Donc, sont là. Et Permanent Revolution sera disponible comme dans une semaine, à peu près. À peu près, oui. Chez Paragraph, je sais pas. Paragraph, ici à Montréal, ou Bookhug, l'éditeur Bookhug, donc juste Bookhug Press, vous pouvez aller en ligne, vous pouvez le commander là-bas, ou chez Paragraph très bientôt. Oui. Donc, je vous encourage de lire, acheter les livres, lire Gail Scott et Céleste Godin, et merci énormément encore pour parler. Merci à vous deux aussi. Merci beaucoup pour la bonne discussion. Super agréable, oui. Bonne chance, Céleste. Merci.